Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Bien, alors donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous démarrons donc par le sport, pour nous mettre en jambes là ce matin. Nous avons le plaisir d'accueillir Tiffany Logette, donc, qui est conférencière et athlète de haut niveau dans le domaine de l'athlétisme, et puis Pierre Bertrand, qui pratique le showdown à un haut niveau au sein de l'équipe de France. Alors je vais passer la parole, on est là pour un partage d'expérience. Je vais passer la parole en premier donc à Tiffany Logette. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc je suis Tiffany Logette. Donc je suis conférencière sportive de haut niveau en équipe de France de para-athlétisme. Comme tout le monde sait, être déficient visuel c'est assez compliqué, notamment aussi à l'école où malheureusement j'ai pas forcément eu la chance de croiser des enseignants assez sympas, assez éduqués entre guillemets dans le milieu de la malvoyance. Ce qui m'a peut-être permis aussi d'avoir une détermination, ce qui m'a permis aussi de vouloir toujours aller plus loin, même si on m'a beaucoup mis de frein, que ce soit au collège, au lycée ou dans les études supérieures. Malgré ça, j'ai quand même eu 1 ou 2 professeurs assez bien quand même, notamment un enseignant qui lui aussi fait face au handicap car il a un enfant trisomique. Donc il savait ce que c'était que le handicap, mais pas la malvoyance. Mais au final, il vivait tous les jours avec. C'est vrai qu'au lycée aussi, j'ai eu cette chance de pouvoir compter sur ma prof de comptabilité, même si c'était pas simple aussi, mais elle aussi était atteinte d'une maladie, la polyarthrite notamment. Donc elle sait forcément ce que c'est d'avoir un sens en moins, vu que elle c'était vraiment physique, c'était très compliqué pour elle. Même si c'est pas vis-à-vis de la vue. Après, voilà, en études supérieures aussi, c'était assez compliqué. J'ai quand même réussi à être diplômée, mais c'était très, très compliqué. Malheureusement, j'ai pas pu aller dans une école ordinaire parce que pour eux, je cite, je voyais encore trop bien. C'est peut-être là, en fait, tout le problème. C'est qu'il y a eu pas mal de lacunes pendant ces années. Mais au final, c'est peut-être ce qui m'a permis d'être en haut niveau aujourd'hui, de ne jamais lâcher, de toujours avoir une détermination et de vouloir toujours plus, forcément. C'est pour ça que le sport de haut niveau est venu, entre guillemets, très tard. J'ai commencé à 20 ans. Mais ce qu'il faut, au final, ne pas oublier, c'est que c'est possible. Tout est possible, au final, quand on a la volonté de vouloir faire. C'est très difficile car j'ai commencé ma carrière chez les, entre guillemets, malvoyants, donc dans une catégorie où au final on court sans guide et on voit entre guillemets le mieux. Donc je pense que ça parlera ou parlera pas à certains d'entre vous, où la vue est à 1/20, donc je voyais largement mieux qu'aujourd'hui, c'était quelque chose. Après, au milieu de ma carrière, j'ai été dans la catégorie des très malvoyants. Donc là, il a fallu aussi subir une nouvelle adaptation de vie, qu'elle soit sportive, mais aussi qu'elle soit de la vie privée, où la vue a fortement baissé, a fortement chuté du jour au lendemain. Et là aussi, il faut faire aussi preuve d'adaptation, de détermination, comme tout le temps. Et voilà, après, donc, ma carrière a continué et je suis passée dans l'autre catégorie, un peu, si je peux me permettre de la blague, un peu l'obscur de cette catégorie, la catégorie des non-voyants, parce que ma vue a encore baissé, donc encore beaucoup d'adaptations à faire, qu'elle soit aussi sportive ou quotidienne, parce que là, j'ai un guide obligatoire. Je cours avec des patchs sur les yeux, des lunettes opaques.
alors que dans mes catégories précédentes, je n'avais pas de masque, je n'avais pas forcément de guide. Donc là, ça a été très compliqué, que ce soit mentalement ou physiquement aussi, parce qu'il faut prendre l'habitude de courir avec un guide, prendre l'habitude d'être à deux, pouvoir faire confiance à cette personne qui est tout le temps là avec nous et au final que je suis aveuglément. Aussi au niveau tout ce qui est posture, etc., c'est très compliqué de ne plus voir parce que on n'a plus les mêmes repères. Et il y a aussi cet aspect mental où il y a tout à refaire. Tous les gestes du quotidien sont à refaire aussi. Donc là, il y a aussi eu l'obligation pour moi d'aller voir une psychologue pour que je puisse en parler, pour que je puisse l'extérioriser. Aujourd'hui, je suis aussi suivie par un préparateur mental qui me permet aussi de pouvoir être au haut niveau et d'être là, d'être présente, de répondre présente aux grands événements au bon moment. Parce que le plus compliqué, c'est pas d'être présent, c'est pas d'être là. C'est de répondre présent le jour même, pas la veille, pas le lendemain, mais le jour de la course. Et ça, c'est très compliqué. Même si mes coachs sont extrêmement performants, ils sont humains avant tout. Et même là aussi, même pour eux, c'est compliqué. Après, grâce à ça, j'ai toujours dit que, au final, la maladie, pour moi, c'était une bénédiction. C'était quelque chose, c'était sans doute la plus belle chose qui ait pu m'arriver dans la vie, parce que je suis athlète de haut niveau. Grâce à ça aussi, je gagne ma vie. Je gagne ma vie en courant. Qui aujourd'hui gagne sa vie en étant sportif professionnel, on n'est pas beaucoup, malheureusement, encore plus en handisport. Mais dû à ça aussi, je suis conférencière, j'ai mon auto-entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les déficients visuels qui sont sur les bancs de l'école, malheureusement, on ne les pousse pas assez. Parfois, ils sont trop choyés. Même s'ils sont déficients visuels, il faut y aller, il faut les pousser dans le grand bain. Et c'est là où eux aussi comprendront qu'on peut faire les choses par nous-mêmes et que la vie à l'extérieur, elle n'est pas si moche, elle n'est pas si compliquée. Et qu'on peut faire de grandes choses. Même si on ne veut pas faire du sport en haut niveau, on peut faire d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas que le sport, même si c'est très important de pouvoir en faire, que ce soit pour la santé, etc. Voilà. Je pense que les déficients visuels doivent être poussés, doivent comprendre que la déficience visuelle n'est pas une fin en soi. C'est peut-être compliqué à comprendre ce que je dis, enfin, pas compliqué, mais peut-être entre guillemets choquant, parce que avant j'ai vu quasiment comme un valide. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai perdu la vue et j'ai assez de recul au final. J'ai ce recul et j'ai cette très grosse résilience pour pouvoir en parler aujourd'hui et dire au final tout ça. Mais voilà. Oui. Merci pour votre intervention, votre sincérité, une intervention où on sent une sincérité, je ne peux pas dire autre chose, et puis votre engagement aussi à venir vous exprimer devant une salle, c'est très fort. Moi, j'aurais une question concernant le rôle de l'entourage, vos parents, votre famille, comment ils se sont positionnés, parce que vous exprimez la manière pour vous dont ça s'est passé, et sur la perte de la vision, et puis au fur et à mesure, comment vous vous êtes adaptés, et comment ça s'est passé avec votre famille. Alors en fait, avec ma famille et mon entourage, ça a été très compliqué. Encore aujourd'hui, que ce soit sportivement parlant ou personnellement parlant, ils ne sont pas forcément là, malheureusement, parce que j'ai une vie littéralement opposée à la leur. Et pour eux, le sport de haut niveau, c'est sans doute abstrait pour eux. Après, voilà, malheureusement, c'est vrai que la vie ne m'a pas donné une famille très proche, mais on fait avec. C'est là où aussi on voit la force d'avoir une seconde famille, les coachs,
les collègues d'entraînement, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Tiffany? Oui, allez-y, on n'a pas de micro. Bon, vous parlez assez fort. Et que ça a été compliqué. Du coup, je voulais savoir comment vous avez su passer à ce stade, parce que moi, par exemple, j'ai un jeune, le fait d'être guidé, il prend ça comme de l'assistanat, et du coup, c'est super dur. Pour l'instant, j'arrive pas à trouver les billes pour le faire passer, pour lui faire comprendre que c'est un travail à deux, et que c'est pas que lui qui doit travailler, et que c'est pas de l'assistanat, mais justement, c'est une coopération ensemble. Du coup, je ne sais pas, vous, comment vous l'avez vécu, ce passage? Alors, en fait, qui pense que c'est de l'assistanat, dans un sens, entre guillemets, il n'a pas tort. Donc, je pense qu'il courait seul avant, c'est ça? Non, il commence l'athlétisme. Comme les autres jeunes judo qui sont malvoyants. En fait... Au final, il ne faut pas qu'il voit ça comme de l'assistanat, même si, entre guillemets, c'en est quand même un peu le fait qu'il court avec quelqu'un. Mais le fait de courir guidé, c'est quelque chose en x2. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'émotions. On perd à deux, on gagne à deux. Le côté extraordinaire aussi que j'ai pu constater et qu'au final, je ne reviendrai pas en arrière, même si c'était possible, même si on me rendrait la vue, je dirais non, que je voudrais rester comme je suis. Parce que c'est un échange. C'est un échange spécial. On peut compter sur l'autre. C'est vrai que moi, je me repose entièrement sur mon guide en compétition. Même au championnat du monde où vraiment, il y a un moment, je ne faisais pas la maline parce que on n'est plus à l'INSEP, on n'est plus à l'entraînement. Il était là pour me réconforter, etc. Il était là aussi pour me détendre. Et il faut plus voir ça comme une équipe un peu de super-héros. Beaucoup disent qu'on est des super-héros, les Andis directement. Et faut vraiment voir ça en fait, comme quoi on est un groupe et qu'on forme un, mais qu'on est deux. Et qu'il faut voir vraiment ça comme une aubaine. Et que courir seul c'est bien, mais courir à deux c'est mieux. Et performer à deux, là c'est vraiment l'idéal. Après c'est un cheminement mental qu'il faut qu'il fasse aussi, c'est l'acceptation qui n'est pas facile non plus. J'ai mis à peu près plus de 10 ans à avoir cette résilience que j'ai aujourd'hui. C'est pas facile, c'est un long chemin, mais faut aussi qu'ils se disent que c'est pas parce qu'ils courent avec quelqu'un que c'est plus nul, entre guillemets. Moi, je préfère courir avec mon guide que courir seul, parce que c'est vraiment mieux, on est deux, et même pendant la course, on sait que le guide, il est là, on sait qu'il nous encourage, et qu'on n'est pas seul. Alors, ce que vous dites, c'est à peu près aussi ce que je lui dis, qu'en effet, c'est un travail à deux. Vous n'avez pas eu d'exercice spécifique pour pouvoir accepter plus facilement justement cette coopération? Non. C'est ça, c'est avec le temps. C'est lui se dire aussi, il faut qu'il se rende compte qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire seul. Et ça, c'est très compliqué, c'est très dur. C'est une phase vraiment pas facile. Mais après, il faut qu'il s'en rende compte. Malheureusement, s'il ne s'en rend pas compte tout seul, vous qui êtes quand même assez proche de lui, on dit souvent que c'est les gens complètement extérieurs à tout ça qui arrivent à leur faire entendre raison. Et malheureusement, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à part lui faire comprendre que c'est mieux à deux. Ok, merci. De rien. Et vous pouvez nous préciser, donc vous êtes dans le domaine de l'athlétisme, quelle est votre spécialité exactement? Oui, donc moi je suis spécialiste du 100 mètres et du saut en longueur. D'accord. Et pour le saut en longueur, vous travaillez de quelle manière? Alors en fait, le saut en longueur, il faut être un peu kamikaze, si je peux me permettre cette expression. Parce qu'en fait, là, du coup, je cours seule sur soit un court élan, ou enfin une course d'élan courte ou longue.
Donc quand c'est comme ça, le guide en fait se met entre la planche à chaud. Donc la planche à chaud, ça va être une planche de 1 mètre, fait à la chaux du coup, qui est au même endroit que la plasticine des valides. Donc le guide se met entre cette planche et entre le bac à sable. Il se met au milieu de la piste et il clappe dans ses mains. Et en même temps, il hurle pour qu'on puisse en fait aller vers lui. Donc on compte les pas aussi en même temps. Et une fois qu'on... Par exemple, là, quand j'ai repris avant les Jeux pour espérer une qualification, au bout de 10 foulées, j'impulsais. Je priais secrètement pour avoir impulsé sur la plasticine et pas impulser trop tôt, comme j'ai pu faire il y a quasiment 2 ans et qui m'a fait extrêmement peur, où j'ai arrêté la longueur pendant plus d'1 an et demi. Parce que là aussi, c'est très compliqué, pouvoir retourner, sauter, sachant que quand j'ai impulsé trop tôt, forcément, j'ai atterri sur la piste. Je me suis fait une déchirure au niveau de l'insertion ischio-fessier. Mentalement, même reparler de la longueur, j'étais complètement paniquée, j'étais pas bien, j'étais en sueur, prête à pleurer parce que j'avais extrêmement peur. Donc là aussi, c'est une histoire de résilience, c'est une histoire aussi de volonté, où faut dompter tout ça. Et voilà, mais c'est vrai que la longueur, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que là, je peux courir seule, sans le guide, même s'il est en face. Là, je peux courir seule, et c'est un sentiment de liberté. Ok, merci. Une autre question, peut-être Alors, 2 questions, et puis après, on passera à l'intervention suivante. Alors, madame... Je me posais juste la question du recrutement des guides et des entraînements, du coup, aussi des guides. Alors, le recrutement des guides, c'est toute une histoire. Parce que malheureusement, ça court pas les rues. Forcément, il faut que ce soit des athlètes déjà qui ont fait de l'athlétisme, qui connaissent la compétition, même à bas niveau. Il faut qu'ils comprennent tout ça, il faut qu'ils aient des bases d'athlétisme. Après, c'est vraiment sur volontariat. Bien souvent, les guides qui deviennent guides, c'est un peu par hasard. Donc, et après, ils s'entraînent en même temps que nous. Ils s'entraînent en même temps que nous. Parfois, ils font un peu plus de la séance. Admettons, si j'ai 4 courses, lui, il va en faire 6, par exemple. Donc 4 avec moi et 2 tout seul, pour vraiment maintenir son niveau. Et alors, il y avait une autre question. Oui, madame. Est-ce que quand vous posez votre question, vous pouvez dire d'où vous êtes voilà. Donc, Hélène Leblanc, je suis psychomotricienne en CESAD, en Mayenne. Vous avez dit qu'on ne pousse pas assez les enfants en situation de déficience visuelle. Est-ce que vous pourriez un peu développer? Comme nous, on est sur le terrain, on peut les pousser. Oui, alors en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer. C'est vrai que pour moi, pour ma part, les enfants déficients visuels ne sont pas assez poussés, dans le sens où, pour moi, je dis bien encore pour moi, et de ce que j'ai pu voir, parce que je viens de Lorraine, et forcément, Santi-Fontaine, j'ai connu vraiment de l'extérieur, mais pas de l'intérieur, que ce soit à Santi-Fontaine ou à l'INJA d'ailleurs. Ils sont pas assez poussés dans la vie, dans le sens où on les materne trop. Après, c'est peut-être aussi que ma vision des choses, et parce que j'ai un peu été éduquée, entre guillemets, comme invalide, et que je voulais toujours tout faire moi-même. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les déficients visuels sont pas assez poussés, sont trop maternés. Et aujourd'hui, ils ont peur de faire 15 mètres dans la rue, par exemple, ou d'essayer de prendre le métro juste pour une station, alors qu'ils peuvent faire ça petit à petit, accompagnés. Je dis pas, déjà prendre le métro, même quand on voit, c'est très compliqué. Quand on est déficient visuel, c'est beaucoup plus stressant. Je dis pas l'inverse, parce que je fais partie de ces gens qui se forcent à prendre les transports en commun pour pas être déconnectés, entre guillemets, et pour aussi pouvoir me faire des petits challenges, etc., même si c'est très stressant. Mais c'est vrai que j'ai pu remarquer qu'ils sont beaucoup plus maternés que les autres. Même l'histoire aussi, par exemple, d'aller chercher de l'eau au réfectoire, au self, ça, ils vont demander à quelqu'un d'aller le chercher, alors qu'ils peuvent très bien le faire eux-mêmes, même si c'est un tout petit peu plus compliqué. Enfin, voilà. Après, c'est que vis-à-vis de ce que j'ai vu aussi. Donc, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, et je pense pas, et j'espère pas.